Ce fut avec une véritable anxiété que le lendemain, j'attendis le vieux Jean pendant que, sous sa promesse, il avertissait son maître de ma présence. J'avais peu et mal dormi, ce qui se serait suffisamment expliqué par mes préoccupations, si je n'avais été en proie à des sensations d'un ordre tout particulier. Dans le courant de la nuit, j'avais été pris d'une sorte de suffocation, comme si, tout à coup, l'air me manquait, ou plutôt changeait de nature, et ne convenait plus au jeu de mes poumons. Il se passait autour de moi quelque chose d'incompréhensible, d'invisible aussi. Oserais-je dire toute ma pensée? C'était comme une impression d'autre monde, un glissement sur un plan qui n'était plus d'ordre vivant. Je n'avais ni l'énergie, ni même le désir de résister, me complaisant en cet écœurement qui confinait à la syncope avec une ineffable jouissance d'abandon. Pourtant, le raisonnement aidant, je me demandais s'il n'y avait pas dans ma chambre quelques bottelets de fleurs qui m'entêtaient. Je cherchais, et je ne trouvais rien. Enfin je tombai dans une prostration qui ne laissa plus subsister en mon cerveau que des cauchemars vagues et des vapeurs diluées à forme nuageuse ébauches d'êtres m'enveloppaient. Par bonheur, le jour avait dissipé ces angoisses. « Victoire, fit Jean en entrant chez moi. La chose a 1000 fois mieux marché que je ne l'espérais. Monsieur Paul vous attend. » C'est au mieux. Un seul mot, mon brave. Comment va-t-il ce matin? Il est comme toujours, souriant, heureux. Si ce n'était cette maudite pâleur, on dirait qu'il n'a plus une seule goutte de sang dans les veines. Nous verrons cela. Confiance, mon bon Jean. Conduis-moi. Vous n'avez pas loin à aller, car vous occupez la chambre juste au-dessus de son cabinet. Quelques marches à descendre, et c'est tout. Allons. J'eus un dernier embarras, me demandant quelle physionomie je devais prendre. Mais je n'avais pas le temps de raisonner. Une porte s'était ouverte, et Paul s'avançait vers moi, les mains tendues. Très pâle en effet, comme exsangue. Cependant, l'apparence générale n'était pas inquiétante. L'homme était vigoureux, je m'en convainquis à la forte étreinte de ses doigts. Je n'avais pas osé prononcer un seul mot, craignant de tomber à faux. Seulement, je le considérais de toute mon attention. « Oui, oui, regarde-moi, ami, me dit-il. Regarde bien celui qui est devant toi et qui, toi venu, n'a plus rien à désirer. » L'accueil dépassait toutes mes espérances. J'en fus particulièrement heureux. « Ça, me dit-il, nous allons déjeuner, et le verre en main, nous causerons à cœur ouvert. Es-tu toujours connaisseur en vin? J'ai là un certain cru dont tu me diras des nouvelles. Cher, bien cher ami, tu ne saurais croire combien je me sens heureux, épanoui. C'est si bon d'être hors du temps, hors de tout avec ceux que l'on aime. » Dirais-je que cette attitude me gênait? Tout en redoutant une crise de douleur, je ne m'étais pas imaginé qu'elle pût être évitée, alors que 6 mois à peine s'étaient écoulés depuis la mort de la pauvre Virginie. J'éprouvai un désappointement, et aussi une vague colère contre cette si prompte guérison morale. J'eus un instant l'idée qu'il jouait une comédie pour rassurer mon amitié, mais je ne pus m'y arrêter, tant ses effusions étaient empreintes de naturel. Il m'avait attiré sur un canapé à côté de lui, et, tandis que Jean, impassible en apparence, mais en vérité très intrigué de ce qu'il se passait, disposait la table auprès de la haute fenêtre à vitraux. Paul m'interrogeait sur ce que j'avais fait depuis notre séparation, m'intéressant à mes travaux et à mes succès. Je répondais de mon mieux, essayant de secouer le souci qui pesait sur moi et nuisait à la clarté de mon esprit. « Bah, fit-il,
le bon vin te déliera la langue, car en vérité, tu me sembles pas dans ton équilibre ordinaire. Tu n'es pas malade au moins. » La chose devenait presque comique. C'était lui qui maintenant s'inquiétait de ma santé. Jean, parfois, me questionnait du regard, à la dérobée. M'eût-il interrogé tout haut que j'aurais été fort embarrassé de lui répondre, tant je me sentais troublé et hors d'état de formuler une appréciation quelconque. Paul était en parfaite liberté d'esprit, et quand nous nous trouvâmes à table, l'un en face de l'autre, certes nul ne fut imaginé qu'il existât entre nous un sujet de chagrin. Il me poussait à parler de moi. Je crus deviner qu'il éloignait sciemment de l'entretien tout ce qui avait trait à lui-même. Il mangeait largement, intelligemment, dois-je ajouter, en homme qui tient à défendre sa santé et à conquérir des forces. Il buvait un vin un peu capiteux, mais générateur d'énergie. Je n'étonnerai personne en disant que je songeais continuellement à la façon d'aborder la seule question qui me brûla les lèvres. Je m'ingéniais à pressentir les motifs d'une instabilité que je m'obstinais à croire apparente. Mais pourquoi cette dissimulation? Éprouvait-il quelque sorte de honte à laisser transparaître ses véritables sentiments devant son serviteur? Jouait-il le stoïcisme devant moi? Quand le café fut servi, il adressa à Jean un signe expressif. Il voulait rester seul avec moi. Jean cligna de l'œil à mon adresse. Comme moi, il estimait que le moment des confidences, des franchises, était arrivé. Paul s'étira dans son fauteuil et dit « Ah, mon cher Paul, qu'il fait bon vivre! Voyons sincèrement, comment me trouves-tu? En bonne condition, n'est-ce pas? Pour moi, je ne me suis jamais senti plus solide. Regarde-moi, et donne-moi nettement ton avis. » Je lui dis qu'à part une pâleur extraordinaire, il présentait tous les caractères de la santé. Je pus donc lui répondre en toute franchise comme il le désirait. Mais, malgré moi, prenant, comme on le dit, le taureau par les cornes, j'ajoutai. Je suis d'autant plus heureux de te trouver ainsi que je redoutais toute autre chose, après l'épouvantable malheur qui t'a frappé. Prononçant cette phrase qui résumait toutes mes préoccupations, je le regardai, bien en face. Il remuait en ce moment son café, et de sa main libre saisissait un flacon de liqueur. Il n'eut pas un tressaillement, pas le moindre frisson de nerfs. « Oui, oui, je sais, fit-il en souriant. De ton amitié, le contraire m'eût étonné, mais tu vois que je supporte assez gaillardement la situation. » Décidément, il était fou. Ce ton de légèreté, presque d'ironie, était révoltant. Pauvre petite, se pouvait-il que vous fussiez si promptement, si abominablement oubliée? Il s'était versé de la chartreuse et la dégustait à petits coups. J'eus un mouvement d'indignation que je ne contins qu'à grande peine. Je me contentai de dire sèchement. « Ma foi, c'est affaire à toi. J'avais craint, je l'avoue, que la mort de ta femme t'eût porté un coup terrible. Mais je vois que mon amitié n'a pas à se dépenser en consolation. » Le visage épanoui, il répliqua. « Non, non, ce serait inutile. » Je faillis bousculer la table en un geste encoléré. « Alors, reçois mes excuses. Je constate qu'il s'est produit en toi de grands changements, car il fut un temps où la pauvre Virginie occupait en ton âme une place plus grande. Mais enfin tu l'adorais, m'écriai-je, impuissant à jouer plus longtemps le sang-froid. Tu l'adorais, comme elle t'adorait elle-même. Et la pauvrette est morte, et après 6 mois, je te trouve la lèvre souriante et l'œil sec. Pardonne-moi quelque surprise. Je ne doute pas que tu n'aies d'excellentes raisons pour supporter si gaillardement,
selon ta propre expression, une douleur dont d'autres, sans doute moins bien doués, seraient morts. Mais si tu daignes en me les faire connaître, du moins tu me permettras de réserver mon appréciation en toute liberté. J'avais débité tout cela d'un trait, impatient de vider mon cœur et risquant nettement une rupture. Lui, très calme, avec son éternel sourire, ne m'avait pas interrompu. Quand je me tus, il haussa légèrement les épaules. « Alors toi aussi, fit-il simplement, tu crois que Virginie est morte ?» Je tressautai sur mon siège, tandis qu'une sueur froide montait à mes tempes. L'évidence s'imposait. La folie. Le malheureux avait perdu la raison. Ainsi, tout s'éclairait d'une lueur sinistre. Ah, comme j'avais été injuste. Le coup avait été si violent que, ne pouvant me maîtriser instantanément, je balbutiai. « Mais oui, je croyais, on m'avait dit... Aussi, ne te fais-je pas un crime de ta sortie un peu vive? Si les gens qui t'ont renseigné avaient dit vrai, je serais un grand coupable, et je mériterais les reproches que ton amitié a trop atténués. Virginie morte. À cette seule pensée, regarde, mes yeux se remplissent de larmes. Alors, on m'a trompé. Virginie est vivante? Je t'en prie, Paul, ne te joue pas de moi. Je t'aime vraiment, sincèrement. Ta joie ou ta douleur sont miennes. Au fait, la chose est possible. Mais comment expliquer que ces gens m'aient affirmé... Ils disent avoir assisté à la cérémonie funèbre, avoir suivi la pauvre enfant jusqu'au cimetière, et à moins de supposer qu'ils aient tous été victimes d'une hallucination, je ne pouvais douter. Comme j'élevai la voix, Paul, d'un geste, me ramena au calme. Ils ne sont pas fous, non plus malveillants. Ils parlent d'après les apparences. Leur bonne foi ne fait pas question. Ce qu'ils t'ont dit de l'enterrement, du cimetière, est parfaitement exact. Je passai mes mains sur mon front. Décidément, je m'égarais en plein cauchemar. J'avais besoin de rentrer dans la réalité, dans la logique. « Veux-tu répondre nettement à mes questions ?» lui dis-je. « Volontiers, pose-les. » Dans ces obsèques, auxquelles tout le pays a assisté, est-ce que la bière était vide? Non pas... Entre les planches de chêne, était-ce, oui ou non, le corps de Virginie qui dormait son dernier sommeil? C'était son corps. L'inhumation s'est-elle accomplie jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Écoute, Paul. Je crois comprendre. Et cependant j'hésite à t'interroger encore. Aurais-tu, avec un effroyable courage, quelques nuits, dans la solitude, porté une main sacrilège sur cette tombe à peine fermée? Lui aurais-tu arraché son dépôt sacré? Et alors, ainsi que le fait s'est déjà rencontré, aurais-tu trouvé la malheureuse vivante? L'aurais-tu emportée dans tes bras, puis, en je ne sais quelle terreur qu'on te l'a repris, l'aurais-tu cachée séquestrée ici? Et je regardai autour de moi, saisi d'une crainte quasi superstitieuse. Il rit. Et donc, voilà que tu te perds en plein roman. C'est du feuilleton, cela. Sommes-nous donc des enfants pour nous garder à pareille billevesée? Mais enfin, morte ou vivante, il n'y a pas de milieu. Il redevint très grave soudainement. Voilà bien les parleurs, fit-il à mi-voix. Se grisant de mots, posant des axiomes avec une audace qui n'a d'égal que leur légèreté, morte ou vivante. Cet ou est merveilleux. Il se tut, comme craignant d'en trop dire. Mais je n'entendais pas qu'il s'arrêtât en si beau chemin. Pour moi,
La chose était indubitable. Dans ce cerveau en apparence très sain, il y avait ce que j'appellerais, irrévérencieusement, une fêlure. Pourquoi cet « ou » te semble-t-il si singulier ? Il me regarda bien en face. Parce qu'il implique antagonisme, me répliqua-t-il nettement. Parce qu'il signifie incompatibilité entre les deux états. Oserais-tu prétendre qu'on peut être à la fois mort et vivant ? Entre sa dernière réplique et la mienne, il s'était passé un fait subtil, presque inquiétant. La lumière qui éclairait les yeux de Paul s'était tout à coup voilée, quasi éteinte, et les paupières brusquement alourdies étaient à demi tombées sur les globes. « Qu'as-tu donc » m'écriai-je. « On dirait que tu t'endors. » Il fit évidemment un effort violent pour rouvrir les yeux. « Oui, oui, c'est bien cela, murmura-t-il. Je n'y songeais plus. Il faut que je dorme. Je ne puis résister. Et le pourrais-je, que je n'en ai pas le droit? Oui, ce serait un crime. » Il parlait d'une voix sourde, sans accent, comme dans un rêve. Effrayé, je m'étais levé et approché de lui. « Ne crains rien, » continua-t-il, « et surtout, ne me questionne pas. Je ne sais pas encore si je pourrai tout te dire. Il faut que j'interroge, que je consulte. Tu restes ici, n'est-ce pas? La maison t'appartient. Je ne me réserve que cet appartement. Je vais dormir. Dormir. Et puis... Sa tête tombait sur sa poitrine. C'était un affaissement brutal. Je suis à tes ordres, lui dis-je. Je veillerai auprès de toi. Il tressaillit. Non, non, je ne veux pas. Va-t'en, je te dis. Il étendit la main et agita violemment la sonnette. Jean accourut. Paul s'était dressé et s'appuyant au meuble se dirigeait vers le canapé. Il parla en haletant. « Jean, mon ami est ici chez lui. Qu'on ne cherche pas à me voir, sous aucun prétexte, jusqu'à demain. »« Mais allez-vous-en, donc. Je ne veux pas dormir avant que cette maudite porte soit fermée. Et de ne pas dormir, cela me tue, et la tuerait. » Il eût été cruel et imprudent de lui désobéir. J'assistais à une crise dont l'étude immédiate m'était impossible. Il était tombé sur le canapé et restait les yeux fixes, comme mort, tandis que son bras étendu nous montrait impérieusement la porte.